Nous revoici pour la deuxième partie de notre podcast et cette fois-ci le voyage se fait en France avec les matchs de Coupe de France qui ont eu lieu ce week-end. Fortunes diverses selon les équipes que l'on supporte. Je vais aller de mon côté pour parler un peu de l'Olympique de Marseille. En Coupe de France, j'ai malheureusement ces dernières années eu peu de possibilités de pouvoir rêver. Des éliminations scandaleuses, il y en a eu. Des éliminations un peu plus logiques, il y en a eu également. Là, cette fois-ci, c'est un match contre Rennes. Rennes qui d'ailleurs, ouverture du score de la part de l'OM par l'intermédiaire de Verretou, d'ailleurs un très très beau but de la part de Jordan Verretou. Un penalty arrêté par Paolo Lopez, de la penalty de Bourigeaud. Mais en début de seconde mi-temps, Rennes va égaliser par l'intermédiaire de Martin Terrier. Ce match fut quand même intéressant, mais se terminera au penalty, malheureusement, comme récemment contre Annecy. Le match se joue au penalty. Séance assez longue de penalty qui s'est arrêtée par le raté de Gigot et donc le penalty de la victoire par Mahamadou Najida, un jeune défenseur de Rennes. Élimination au penalty en Coupe de France. Bon, c'est pas la dernière. L'année dernière, c'était pareil. Une nouvelle saison blanche se profile du côté de l'OM. Et puis, voilà. Les rêves n'existent pas pour tout le monde. Et là, malheureusement, l'OM a perdu. C'est pas la première fois que l'OM perd en Coupe de France. Et donc, Rennes avance, pas l'OM. Et voilà. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Il n'y avait pas spécialement beaucoup d'espoir à partir du moment où où le match allait au penalty. Donc, il y avait c'est du 50-50. C'est Rennes qui est passé. Voilà. Comme d'habitude, je dirais. Comme d'habitude, l'OM se fait éliminer en Coupe de France. Comme d'habitude. Après, vous n'êtes pas la seule équipe de Ligue 1 à vous êtes fait sortir. En effet. Vous êtes fait sortir contre Rennes. On regarde par qui s'est fait sortir Reims, par exemple. Par qui s'est fait sortir Toulouse. Exactement, oui. Nantes aussi. Ou même Nantes. Il y a d'autres équipes qui ont eu du Tochot, comme Le Havre, qui a bien bataillé. Il y a Dunkerque également, qui s'est fait éliminer par une nationale. Brest qui a eu chaud contre Trélissac. Lyon qui a eu chaud contre Bergerac. Les seuls qui ont vraiment été au rendez-vous, c'est Monaco, c'est le PSG, c'est Strasbourg. Et un club aussi club de niveau inférieur entre Saint-Priest et Romorantin qui a vu une large victoire de Saint-Priest face à Romorantin. Mais autrement, on est sur du 1-0, du 2-1, du 3-2 pour Nice face à Bordeaux. N'est-ce pas, Alexis? Oui, tout à fait. Donc on peut pas dire que... Oui, vas-y. On parle un petit peu. Il y a quelques petites choses à dire. En avant-match surtout et pendant le match, des incidents en tribune entre supporters bordelais et supporters niçois, avec certains supporters niçois qui se sont rendus coupables de salut nazi dans leur tribune. Donc voilà, je dis pas que
je dis pas que les Bordelais sont blancs, mais c'est aussi ça qu'il faut souligner. Je sais pas qui a commencé, etc. Mais c'est comme ce qui s'est passé en Italie samedi, ce genre de choses, que ce soit à Nice, à Lyon, ou même ce qui s'est passé notamment sur le match de Lille hier. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est des choses qu'on veut plus voir sur les terrains, et il faut Et autour des terrains. Et autour des terrains, et puis il faut sévir assez durement, parce que la ministre qui dit qu'il faut arrêter des matchs sur les insultes homophobes, il faut aussi les arrêter sur les insultes racistes, antisémites et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Et au niveau du terrain, pour une fois, depuis le mois d'août 2023 et la reprise du championnat de Ligue 2, c'est je vais pas dire un très bon match, parce que voilà, mais c'est un bon match que nous ont joué les Girondins samedi. Alors, des occasions, beaucoup d'occasions, je trouve, en première mi-temps, mais Nice qui ouvre le score assez logiquement, malgré tout, on va dire. Et donc une mi-temps s'est fait sur le score de 1-0, puis l'arbitre qui a décidé de faire parler de lui dès le retour des vestiaires, en sifflant un penalty un peu gentil, on va dire. Donc transformé par Morgan Sanson, Nice qui mène 2-0, puis peu avant l'heure de jeu, c'est Jérémy Voland qui a réduit l'écart d'une belle reprise de volée, donc 2-1 pour Nice. Et puis là, on s'est dit qu'il restait une demi-heure et pourquoi pas espérer quelque chose. Et puis dans la foulée, Nice qui reprend qui augmente son avantage et met le but du 3-1. Donc voilà, un peu déçu de voir qu'on a craqué juste une minute après avoir marqué. Donc voilà, 3-1 pour Nice. Et puis, je ne sais plus à quelle minute, c'est Weisbeck d'une frappe à l'entrée de la surface qui trompe Marcin Bulka. Et Bordeaux qui revient à 3-2. Et puis comme au but du 2-1, on s'est dit pourquoi pas espérer quelque chose. Il restait peut-être un quart d'heure, il me semble. Il restait un quart d'heure. Et on pouvait espérer avec l'appui du public et tout ça. Mais malheureusement, ça sera jamais, ça n'arrivera jamais. Une dernière occasion sur un coup franc de Barbet à la 95e minute, mais un peu frappé bizarrement, qui passera donc à côté du but. Et donc Bordeaux qui s'inclinera 3-2, qui maintenant va avoir toute sa tête sur le championnat, qui revient demain notamment. On parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment on va dire c'est le meilleur match sous l'époque Riera, en sachant qu'il est là depuis le mois d'octobre. À croire que les joueurs ont fini par comprendre le système qu'ils voulaient mettre en place. Maintenant, Weisbeck, il a marqué samedi. Maintenant, on l'attend c'est bien beau de se montrer face à un club de Ligue 1 qui joue le haut du tableau, etc. Mais on l'attend demain, notamment contre Valenciennes, ou la semaine prochaine contre Angers. C'est sur ce genre de match-là qu'il a été recruté pour apporter quelque chose aux Girondins. Donc voilà, on va reprendre tranquillement ce qui fait le quotidien à Bordeaux, c'est le championnat. Et sinon, pour parler aussi de l'info qui était tombée en fin de soirée samedi, comme quoi Gérard Lopez souhaiterait vendre le club en intégralité. Alors,
on s'attendait au démenti qui est arrivé dimanche matin, comme quoi c'était pas vrai, qu'au final ils voudraient pas forcément le vendre en intégralité, mais toujours dans l'optique d'un actionnaire minoritaire. Alors, ce que j'ai lu, c'est un actionnaire qui serait finalement minoritaire, qui passerait donc à 40%, et Lopez qui garderait 60% des parts du club. Donc voilà, le démenti est logique par rapport à beaucoup de choses. C'est Toulouse aussi qu'on annonce, enfin qui avait été annoncé vendu, et au final on a eu le démenti du club comme quoi c'était faux et tout ça. Donc on va dire que c'est dans la logique des choses. Maintenant les infos qui sont aussi tombées chez certains journalistes bordelais, c'est qu'il y aurait six personnes intéressées par un action, pour rentrer dans le club, quatre personnes qui auraient eu accès à la data room, donc ça veut dire qui auraient eu accès aux chiffres du club, etc. Donc voilà, il y aurait des discussions qui débuteraient aux alentours de début février. Donc à mon avis, on va pas forcément avoir de mercato cet hiver. Lopez aurait aussi dit que si la dette des 10 millions n'était pas comblée, c'est lui qui remettrait pour espérer avoir une fin de mercato à Bordeaux, sachant qu'on est à la recherche d'un défenseur et d'un attaquant, il me semble. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Bordeaux. Comme je disais tout à l'heure, on reprend le championnat, et c'est aussi d'ailleurs pas que Bordeaux qui le reprend. Donc ça sera, attendez que je reprenne le match, ça sera la 21e journée. Bastia qui recevra Caen, Concarneau qui recevra Troyes, un match qui concerne le bas du tableau, un match qui concerne le haut du tableau avec Pau qui recevra Saint-Étienne, Angers qui recevra Quevilly, Grenoble qui recevra Auxerre. Donc ça aussi, c'est un match assez intéressant. Ça, c'est le leader qui se déplace chez le troisième, il me semble. Amiens qui recevra Annecy, donc Gizeh, Bordeaux qui recevra Valenciennes. Laval qui recevra le Paris FC, Guingamp qui recevra Rodez, et Dunkerque qui recevra Ajaccio. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la Ligue 2, et je confirme que Grenoble, donc qui est troisième, recevra donc le leader Auxerre demain. Donc voilà ce que je pouvais dire. Très intéressant. J'allais te poser la question concernant Bordeaux, mais finalement tu l'as tout simplement dit. Sur le fait qu'il recherche un actionnaire finalement minoritaire, enfin encore ça c'est ce qui est dit maintenant bien évidemment, et non pas majoritaire, mais donc pour l'instant cette information là n'influe pas sur le fait que le mercato se termine dans pas spécialement longtemps, et que pour l'instant il n'y a pas spécialement de recrues du côté de Bordeaux. Il n'y en a même pas tout court. Puis à mon avis, il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a la dette. Il veut pas forcément mettre de l'argent pour recruter. Il doit sans doute se dire que la montée, c'est mort. Donc autant assurer le maintien avec les joueurs qui étaient là samedi, ceux qui jouaient samedi notamment en défense. Ça tiendra la route pour le championnat. Et puis après, pour moi, c'est ce que je pense depuis un paquet de temps, c'est que pour moi Lopez vendra le club. Il va faire rentrer un actionnaire minoritaire, mais pour moi il vendra le club, et je suis même quasiment persuadé que
qu'au début de l'été, le club sera géré, mais plus par Lopez et par uniquement la personne qui rachètera les parts du club. Parce que, après, ça également, c'est ma conviction, c'est que je vois très mal Lopez remettre la main au pot. Pour moi, cette saison, c'était celle où Bordeaux, clairement, devait remonter pour que soit éventuellement il puisse en tirer quelque chose. Parce que, bon, voilà, Bordeaux est en Ligue 1, est revenu, donc bon, voilà. Ou si s'avère que par mégarde, ben, vous restez en Ligue 2, ben, c'était que ça qu'ils revendent le club, parce que je le vois très mal remettre peut-être quoi, le déficit structurel, il me semble que c'est autour de 40 millions, c'est ça? Oui. Et le fait est qu'il faut renforcer l'effectif, parce qu'en l'état actuel, non, Bordeaux, on le voit bien, hein, que c'est très compliqué d'aller viser la Ligue 1 avec cet effectif-là, donc il va falloir des renforts. Est-ce qu'il est prêt à mettre la main au pot, et est-ce que déjà la DNCG lui laissera main pleine pour pouvoir l'effectuer? C'est passé par un trou de souris l'année dernière. Je pense que cette année, il va faire en sorte de préparer le terrain pour qu'il y ait bien cet actionnaire minoritaire pour dire, les gars, cette année, j'ai quelqu'un, il va mettre l'argent, vous inquiétez pas. Donc, parce que j'ai du mal à... Je ne pense pas que la DNCG cette année risque d'être clémente avec lui. C'est soit vraiment il a les garanties, soit ça pourrait mal se passer. Mais ouais, comme tu l'as dit, hein, je le vois très très mal garder Bordeaux à l'issue de cette saison. Après bon, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein. Moi personnellement, je pensais qu'il allait vendre dès cette année. Mais enfin, avant le début de cette saison-là. Mais sur le coup, ça serait quand même étonnant qu'il garde le club. Oui, ce serait étonnant qu'il garde le club. Qu'il passe la DNCG avec l'actionnaire minoritaire. C'est possible. Mais pour moi, puis beaucoup de supporters surtout qui espèrent vraiment qu'il vendra le club assez rapidement et qu'on reparte sur de nouvelles bases l'an prochain. Maintenant, on connaît l'expression, hein, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. On espère que ce sera mieux que Lopez, mais c'est déjà c'est compliqué d'espérer mieux que... Enfin, c'est pas compliqué, plutôt, pardon, d'espérer mieux que Lopez. Hein. D'accord, il a sauvé le club, etc. Après, je suis pas dans ces petits papiers, etc. où il faudrait demander aux deux personnes qui l'ont fait venir. Mais ouais, je sais pas exactement ce qu'il a fait pour sauver le club. Les 40 millions, on sait que c'est encore des emprunts. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il veuille se rembourser, hein, le gars. Donc bref, faut espérer un nouveau projet, un nouveau départ, un actionnaire qui aime le foot, hein, parce que Lopez qui nous sort qu'il a la passion du club, que c'est le seul à vouloir mettre l'argent, oui d'accord, mais Bordeaux ça reste quand même une marque, et donc je pense qu'il y a quand même des personnes qui seraient intéressées pour racheter le club. Après également, à quel prix? Ben, il en espère. Non, c'est ce que Sud-Ouest a annoncé samedi, mais il en espère au moins 23 millions d'euros pour céder le club. Ça reste un montant correct pour acheter un club de Ligue 2. Donc, moi, ça ne me surprend pas la somme qu'il en espère. Après, à voir, hein, 23 millions, t'as dit? Ouais. Oh vache. Il l'avait acheté à combien? C'est une bonne question. Faudrait que j'essaie de retrouver ça.
Eh bien, ce sera à redire au prochain épisode. C'est 23 joueurs comme Badji. 23 millions d'euros. Et encore, même pas sûr. Même pas sûr qu'il va y avoir un million. Il doit prendre des balles perdues. Je suis désolé. Désolé, Badji, on t'aime bien, mais Alexis un peu moins. Ça, il est peut-être gentil, hein, mais Et la gentillesse ne fait pas le palmarès d'un club. mais il est pas bon, quoi. Donc, enfin bref, j'ai vu qu'il a été suivi par des clubs de Ligue 2, notamment Guingamp, il me semble. Donc allez Guingamp, si vous pouviez. En avant Guingamp vers Badji. Voilà, aller en avant. Puis certains clubs étrangers, m'étonnerait pas de voir Mayence dedans. Mais la perte de Colima. Alubati qui quitte les Girondins. Ouais, mais qui signe à Mayence. Eh merde. Enfin voilà ce qu'on pouvait dire, enfin ce que je pouvais dire sur le club. Je te jure, si ça arrive, si jamais ça arrive, je te jure que je casse mon Drake January juste pour toi. Bordel. Et donc, après cette page Coupe de France, d'ailleurs, il reste encore un dernier match, c'est le match de Montpellier, mais qui aura lieu donc dans 2 jours. Jeudi. Mercredi, pardon. C'est ça, effectivement, mercredi, puisqu'il a lieu le 24 à 18h. D'ailleurs, c'est pas spécialement une heure assez sympathique pour jouer un 16e de finale de Coupe de France. C'est dommage que ça soit pas à 20h éventuellement, mais bon, c'est le cas. Et le gagnant de ce match-là jouera contre Nice. Donc pour les autres affiches, PSG-Brest, le Puy-en-Velay contre Laval, Strasbourg-Le Havre, Saint-Priest-Valenciennes, Rouen-Monaco, Lyon-Lille et Sochaux-Rennes. On peut directement enchaîner sur la Bundesliga, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure. Certaines équipes, effectivement, n'ont pas joué. Le match de Mayence a été du moins reporté, mais il y a eu du nouveau. Une défaite surprise qui a une incidence majeure sur le classement, du coup. Donc, nos spécialistes Bundesliga, dites-nous ce qui s'est passé en cette 18e journée de championnat. Eh bien, pour moi, surtout, il y a eu... je ne vais même pas parler de la défaite dont on a tous entendu parler en premier. Pour moi, je vais parler du match entre Leipzig et Leverkusen. Ce Leverkusen a un rythme et a une chance de champion. On peut maintenant le dire, je pense. On est le 22 du 1. Ils ont joué tous les gros. Et ça fait 2 semaines que Leverkusen se sauve les fesses dans le temps additionnel. Là, ils étaient menés. Ils reviennent. Ils se font remener une deuxième fois par Leipzig à la 56e. Ils reviennent par Jonathan Tah et Piero Hincapié, défenseur central, vient marquer à la 91e minute. Ils nous ont fait le coup contre Augsbourg la semaine dernière. Ils nous refont le coup cette semaine contre une des meilleures équipes du championnat. Donc, là, j'ai vraiment envie de dire, ils font ça contre une équipe du top 4. C'est grandiose. Ça, c'est un rythme. Et c'est peut-être là on peut peut-être parler maintenant de chance du champion. À partir de maintenant, je pense que là, vraiment, tout le monde va les prendre plus qu'au sérieux, s'ils ne l'étaient pas déjà. Mais là, ils ont des chances et des niveaux qui font que cette équipe
je n'avais déjà pas envie de l'avoir choke avant, mais là, je serais tellement déçu, en fait, de les voir ne pas s'imposer, ne pas décrocher ce titre. Je me dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas ne pas gagner ce championnat. Et pourtant, on a déjà des exemples, rien que la saison dernière, d'équipes qui étaient très bien parties pour avoir le titre et qui l'ont raté sur le dernier match. Oui, enfin, Dortmund, ils n'avaient pas 7 points d'avance, quoi. Bah, il y avait Dortmund et Arsenal, notamment. Oui, mais Arsenal, ils ont choke. Là, quasiment à ce moment de l'année, ils ont commencé à choke en février, quoi. On y est presque en février. Mais il me semble qu'ils avaient plus d'avance sur les poursuivants. Ils avaient une dizaine de points. Ils avaient entre 8 et 10 points. Voilà, là, ils en ont 7. Et le problème qu'il y a, c'est que, il y a quand même une autre concurrence en première ligue qu'en Bundesliga. Ah oui, je suis d'accord. Même si c'est un championnat que j'adore, à part le Bayern, qui peut vraiment leur jouer le titre à Leverkusen cette saison? C'est pas Stuttgart, même s'ils font une super saison. C'est pas Leipzig. C'est pas Dortmund cette année. Et c'est pas le BVB. Donc, le pire ennemi de Leverkusen face au Werder Bremen, ce qui est assez drôle, Michel Weiser. Et la dernière fois que le Bayern s'était imposé face au Werder Bremen, ça fait 32 matchs. C'était en 2008. Donc, ça fait 15 ans que le Bayern ne s'était pas incliné face au Werder. Ah oui, leur collant souvent des grosses raclées. Et là, première défaite en 15 ans. Ça fait très mal à la tête du Bayern, qui pensait avoir un match tranquille et qui encaisse sa deuxième défaite de la saison seulement. Première à domicile. Donc, attention au Bayern. Ils ont encore un match de moins, le Bayern. Donc, s'ils le gagnent, ils reviendront à 4 points. Mais 4 points, ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait mine de rien un bonus pour le Bayer Leverkusen qui, s'ils arrivent jusqu'au match fatidique du Bayern en prenant le maximum de points, mine de rien, même si on leur souhaite pas de perdre, attention, mais s'ils ne perdent pas ce match, ça peut sentir très bon pour le titre. Et il y a un truc qui est tout con à dire aussi, c'est que il n'y a pas 38 rencontres en Bundesliga, il y en a 34. C'est ça. Ils en ont joué 18. Ça veut dire qu'il reste 16 matchs à jouer. Donc, au final... Et le match contre le Bayern, il est dans pas longtemps. Le match du Bayern à Leverkusen, c'est le 10/2. C'est le 10 février, pour ainsi dire, dans 2 semaines et demie. C'est ça. Après le choc en Serie A, pour le titre, on l'aura en Bundesliga une semaine après, globalement. C'est ça. Bon, là, le Bayern va jouer l'Union Berlin après-demain pour son match en retard. Donc, théoriquement, ils auraient 4 points, vu l'état des métallos de Berlin, même s'ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs, et qui se sont débarrassés de Bonucci, accessoirement. Oui, c'est un tacle clairement pas dissimulé. Je l'assume totalement. Ah là, c'est plus une balle perdue, là, c'est une balle. C'est un bazooka ciblé. Ah là, c'est un headshot avec un rocket. Voilà. Tandis que faut regarder les équipes qui vont jouer jusqu'à cette rencontre. Augsbourg pour le Bayern
de Xabi Alonso reçoit Mönchengladbach avant de se déplacer à Darmstadt pour Leverkusen et Mönchengladbach de se déplacer au Bayern. Donc Gladbach qui va être le juge de paix un petit peu avant que la 21e journée nous offre Leverkusen-Bayern. Et là, malheureux vaincu, comme on l'a déjà dit sur la Serie A, mais là, malheureux vaincu. On va quand même parler des autres rencontres, notamment du Borussia Dortmund qui a étrié Cologne, comme je l'ai débriefé en article ce week-end, avec le retour d'un Jadon Sancho qui est en forme, mais ce n'était pas lui l'homme en forme, c'était Donyell Malen, l'attaquant néerlandais qui s'est offert un doublé, avec des buts aussi de Füllkrug, la sensation de la saison dernière, Niklas Füllkrug, et le but du petit prodige Youssoupha Moukoko. Augsbourg qui allait s'imposer à Gladbach 2-1. Francfort qui a malheureusement pour eux choke dans les dernières secondes lors du Hessen Derby face à Darmstadt. Les Liliens de Darmstadt qui ont égalisé à la 95e minute après avoir été menés 2-0 par l'Eintracht. Heidenheim a fait match nul à domicile face à Wolfsburg. Et Fribourg, les Breisgau Brasiliana qui se sont inclinés et qui se sont imposés 3-2 avec un carton en fin de rencontre et avec un nouveau but plus italien des Allemands, Vincenzo Grifo. Il faut. Donc, en classement, ça donne le Bayern avec 48 points. Seule équipe toujours encore invaincue dans le 4 points déjà, la différence entre le Stuttgart et le Bayern, alors que le Stuttgart a un match de plus que le Bayern. Leipzig est à 33 points, tout comme le BVB. Francfort est 6e avec 28 points, à égalité de points avec Fribourg le 7e. Le 8e, c'est Hoffenheim, le TSG qui a 24 points. Heidenheim est 9e à 22 points. Le FC Augsbourg avec 21 points, à égalité de points avec Wolfsburg, le VfL. Le Borussia Mönchengladbach, cher à mon ami Jeff, est 12e avec 20 points. Le Werder, avec sa victoire, a aussi atteint la barre des 20 points, tout comme le VfL Bochum, qui s'est aussi imposé et qui a aussi 20 points. L'Union Berlin n'est plus relégable et à 14 points avec son match nul. Et les trois équipes qui sont dans les places compliquées ont toutes les trois 11 points. Mayence, Cologne et Darmstadt. On peut aussi faire un petit tour du côté de la Bundesliga 2. Bien sûr. Pour rapidement donner les résultats. Vu que le classement a vu un nouveau leader, le FC St. Pauli, passer devant Kiel et Hambourg, après leur victoire de ce week-end. Les Pirates de St. Pauli qui se sont imposés face à Kaiserslautern. Le Holstein Kiel qui s'est incliné face à l'Eintracht Braunschweig, ou Brunswick en français, face au 16e quand même. Le deuxième qui s'est incliné face au 16e. Hambourg qui s'est imposé face à Schalke. Oh là là, c'est étonnant. Schalke qui n'est quand même pas verni cette saison et qui est 14e, qui n'est plus relégable malgré cette défaite après les 3 bons matchs qu'il y avait eu juste avant la pause. Karlsruhe s'impose 2-1 face à Osnabrück. Le match nul des Sarrois d'Elversberg face à Hanovre, 2 partout.
Nuremberg s'est imposé 3-0 face à Hansa Rostock. Magdebourg s'est imposé 1-0 face à Wiesbaden avec un but en fin de rencontre. Et les dernières rencontres, le Hertha qui s'est offert un match nul à domicile face à Düsseldorf. Tout s'est joué quasiment en première période, à part un but de Solis sur penalty. Et Paderborn qui s'est incliné à domicile face à Greuther Fürth. Donc, un changement au classement avec St. Pauli qui prend la tête avec 36 points. St. Pauli qui est aussi invaincu. Mais comme c'est la deuxième division, je ne l'ai pas cité avant par rapport à Leverkusen. Donc, les deux leaders de Bundesliga 1 et Bundesliga 2 sont des équipes encore invaincues cette saison. Le Holstein Kiel est à 1 point avec 35 points. Hambourg, l'autre équipe de la ville de la Hanse, est à 34 points. Le Greuther Fürth est à l'affût avec 32 points. Düsseldorf avec 31 points et 5e. Après, on a un petit gap déjà avec Paderborn et Nuremberg, 6e et 7e avec 27 points. Le Hertha, dont le président est décédé très jeune, le décès de Kai Bernstein, qui était en début de quarantaine. Malheureusement, un ancien du COP du Hertha Berlin qui s'était hissé à la dirigeance du club Hertha. Repose en paix, Ruhe in Frieden, Kai Bernstein, comme on dit. Hanovre, le 9e, est à 25 points, tout comme Elversberg. Le 11e, c'est Karlsruhe à 24 points. Magdebourg, 23 points, le 12e. Le 13e, c'est le VN Wiesbaden avec 22 points. Schalke est 14e avec 20 points. Kaiserslautern est le premier non relégable avec 18 points. Braunschweig est barragiste avec 17 points, mais qui est devant le Hansa Rostock. Et Osnabrück, le dernier. En effet, comme Alexis me le fait évidemment parvenir en off, c'est le fondateur du groupe de supporters du Hertha aussi. Donc, une personne très importante dans les tribunes et dans la présidence, dans l'histoire, je dirais, dans l'histoire récente du Hertha BSC. Un pan d'histoire qui nous a quittés avec Kai Bernstein. Et voilà pour ce qui s'est passé de l'autre côté du Rhin, au niveau football, pour le colossal football. Alors, avant du moins de changer de championnat et d'aller vers d'autres contrées européennes, étant donné qu'il y a eu énormément de rebondissements dans les matchs de Cannes, j'ai oublié quand même d'indiquer ce qui s'est passé. Alors, entre-temps, le Mozambique-Ghana, le Ghana pendant une longue partie quasiment, en fait, jusqu'à la 90e minute, le Ghana a été virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale car elle gagnait 2-0. Elle s'est fait rattraper elle s'est fait rattraper en 5 minutes chrono. 90 plus 1 et 90 plus 4. Le Mozambique a réduit la marque puis égalisé. Le Ghana donc qui finit sa phase aller avec 2 points. Très peu de chances pour qu'il soit éliminé, qu'il soit qualifié plutôt, donc bon, à voir, mais excellent résultat du coup pour la Côte d'Ivoire, puisque le Ghana ne peut virtuellement pas passer devant la Côte d'Ivoire. L'Égypte qui vient de se faire rattraper sur le gong également, le but vient d'à peine d'être marqué, l'Égypte qui avait réussi à prendre l'avantage par l'intermédiaire de Mostefa Mohamed il y a quelques instants, à la 90e plus 3, vient de se faire rattraper par le Cap-Vert, qui d'ailleurs était déjà premier et assuré d'être qualifié et de finir premier.
Donc le match se terminera très certainement, sauf rebondissement, par un match nul. Et donc l'Égypte se qualifierait avec 3 petits points, mais se qualifierait pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique en finissant deuxième. Et le Cap-Vert finira donc premier avec 7 points. Voilà, donc c'est des infos qui viennent tout juste, qui viennent directement, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements aujourd'hui, beaucoup de rebondissements, donc et on se doit de les indiquer puisque c'est en direct. Et donc, après avoir parlé de l'Allemagne, on peut soit aller en Première Ligue ou en Liga, tout en sachant que la Liga a rendu du moins son verdict. Le match de l'Atlético vient de se terminer tout de suite et l'Atlético donc a gagné par la plus petite des marques 1-0 contre Grenade. On peut partir sur l'Espagne, en effet. Alors, tout d'abord, le match de Gérone contre le FC Séville. Ce fut une démonstration de la part de Gérone, tout simplement. C'est une raclée. C'est une raclée qu'ils leur ont mis. Exactement, une raclée, une démonstration. Il y avait déjà la Manita, voilà quoi. C'est ça, 5-1. 5-1, 5-1. C'est un petit peu, un peu comme Leverkusen. On n'a pas envie de l'avoir. On n'a pas envie de l'avoir perdre. On n'a plus envie de l'avoir perdre cette équipe de Girone. C'est le genre d'équipe auquel on s'attache rapidement, quoi. Et on se dit, ça serait beau quand même qu'ils nous fassent une Leicester. Et Dovbyk, d'ailleurs, leur buteur, quelle saison il fait aussi? 20 matchs, 14 buts, 6 passes décisives. C'est vraiment des stats très impressionnantes pour un garçon qui ne nous avait pas habitués à ça, quand même. C'est ça exactement. D'ailleurs, meilleur buteur du championnat, hein. Co-meilleur buteur du championnat avec Bellingham. Avec 14 buts. Il est pas à 13, Bellingham? 14. Il est à 14, autant pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il était à 13, Bellingham. Mais je te fais confiance, mon ami, je te fais confiance. Il est à 14, après... et il est également co-meilleur passeur du championnat avec 5 passes décisives. Il fait pour l'instant la saison de sa vie, hein, tout simplement. Et... Franchement, oui. Après, il est impressionnant. Il est impressionnant comme garçon. C'est ça, exactement. Hein. Je pense qu'il risque d'attiser les convoitises. Hein. Il a au final que 26 ans, mais bon, il risque de partir pour un... Après, à voir ce que ça va donner d'ici la fin de saison. Mais si Gérone, du moins, se maintient dans le haut du classement, c'est l'un de ceux qui risque d'avoir le plus d'offres. Ouais. Le plus d'offres, même si c'est pas l'argent qui manque, on le sait très bien, même si je le vois mal aller à Manchester City, mais du moins, il risque de partir pour un bon il peut partir pour un gros chèque. Et puis le fait de pouvoir le remplacer après, voilà, la Galaxy City, enfin la Galaxy du moins City Group, ils ont de quoi faire. Donc bon, ils auront la possibilité. C'est pas les moyens financiers qui manquent, et de deux, bon, ça travaille plutôt bien au niveau du City Group, donc il y a de quoi faire pour pouvoir remplacer les joueurs si nécessité il y a. De toute façon, il va y avoir quelques joueurs qui vont être mis sous le feu des projecteurs. Hein. Que ça soit lui, que ça soit Tsigankov, que ça soit leur milieu de terrain Alex Garcia, que ça soit Yandrel Herrera, que ça soit Yann Couteau, le latéral droit, ou Savio. C'est des garçons qui vont être très très convoités. Bon, après, on va pas revenir sur des garçons
assez fin de carrière, comme Daley Blind, voire un Gazzaniga qui n'est plus tout jeune non plus. Savio d'ailleurs, pour l'info, il semble que City songe à le rapatrier. Après, est-ce qu'il va le garder? Je ne sais pas, mais beaucoup de rumeurs indiquent que City, il y a de très très fortes chances qu'il le récupère. Bon, après, il appartient à 3. Hein. Officiellement, il appartient à 3. Mais on sait très bien que si nécessité il y a... voilà, les joueurs hein. du City Group, s'ils sont bons, c'est pas à 3 qu'ils vont aller. Exactement, on sait où ils vont finir. Donc, donc que Savio, lui, d'ailleurs, qui fait d'ailleurs une excellente saison, lui aussi. Donc, si lui entre dans la... Lui, il risque très fortement également d'entrer dans la case rumeur. Clairement, Donc, oui. À suivre, à suivre. Mais oui, c'est vrai que Gérone, c'est vraiment une équipe Enfin, déjà, c'est une équipe qui développe un très très beau jeu en Espagne. Et c'est surtout, oui, c'est la petite histoire vraiment. En Espagne, c'est vraiment exacerbé parce que tu as deux équipes qui concentrent énorme, enfin, l'extrême majorité des titres. Donc, forcément, avoir une équipe pas historique, hein, c'est pas Valence, c'est pas l'Atlético Bilbao. L'Athletic Bilbao, par exemple, ou la Corogne il y a un temps. Mais là, c'est certes, il y a les moyens du City Group, mais tu es quand même en Espagne où à 95%, j'ai même pas sorti l'Atletico ou le FC Séville en plus. Shame on me. Mais tu es dans un championnat où globalement, les titres sont partagés entre globalement, hein, entre deux équipes. Et les miettes pour le reste. Là, ce qu'est en train de faire Gérone, c'est une saison extraordinaire. Et bien évidemment que pour la beauté du sport, on aimerait bien voir Gérone aller le plus haut possible. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on ne sait pas surtout si cette équipe va pouvoir perdurer dans le temps et pas perdre énormément de talent. Oui, effectivement, c'est vrai que Athletic Bilbao, je fais très souvent l'erreur. C'est pas fait exprès, mais je fais très souvent l'erreur. Mais concernant Gérone, c'est la belle histoire et j'espère déjà qu'ils arriveront à accrocher la C1, au moins ça. Et après plus si possibilité. Mais ça serait dommage du moins que la belle histoire s'arrête là, d'autant plus qu'il y a tout pour pouvoir faire en sorte enfin pour l'instant tout roule dans cette équipe là et donc ça serait magnifique que ça continue ainsi. Il y a vraiment tout pour pouvoir le faire. Après effectivement cette année tu te diras le Real tu peux leur mettre moins 4 buts, leur blesser 50% de leurs joueurs, ils vont toujours réussir à être compétitifs. Oui. Ouais, enfin, le Real Madrid, je vais en parler aussi un petit peu, quoi, parce que le match contre Almeria, là, oui, il est très... j'aime bien le Real Madrid, mais on en a gros, comme il dirait dans Kaamelott. Oh, oui, c'est vrai que la victoire contre Almeria, franchement... Quand tu vois que même des youtubeurs spécialisés dans le Real titrent leur vidéo Almeria a gagné. Ouais, c'est vrai que l'arbitrage est très limite. Bon. Non, l'arbitrage n'a pas été limite. L'arbitrage a été catastrophique. Oui, oui. J'ai regardé le match pendant un quart d'heure. Ça m'a suffi, j'ai arrêté. J'ai regardé le match. Même pas 10 minutes. Oui, j'ai regardé 10 minutes. 10 minutes, 12 minutes. J'ai vu le penalty de Bellingham. Ouais, il n'y a pas faute. Ouais. Il n'y a pas faute. J'ai vu le 3-1 refusé à Almeria pour une faute. Il y a faute, évidemment, mais qui est faite devant l'arbitre au milieu de terrain. Il laisse jouer, il voit le Real s'encaisser un but, il va voir la VAR et il refuse. Et derrière, il accorde un but de Vinicius du bras, mais qui ne marque pas du bras
parce que la manche du maillot n'est pas comptabilisée comme le bras. À quel moment la manche du maillot n'est pas comptabilisée comme le bras? Faut quoi? Faut qu'ils jouent en débardeur, les mecs, pour qu'ils remarquent que les garçons touchent la balle du bras? Ouais, c'est franchement non. Et Là, encore, c'est pas fini. À la fin, il y a 8 minutes d'arrêt de jeu. 10 minutes d'arrêt de jeu. 10 minutes d'arrêt de jeu. Et t'as Carvajal qui marque à 7 secondes de la fin du match. Ouais. Moi, franchement, je suis supporter d'Almeria ou même d'une autre équipe que le Real en Angleterre. Là, je suis colère. Déjà, je suis colère en tant que supporter neutre et même en tant que mec qui aime relativement bien le Real en championnat d'Espagne. Mais je me dis, mais heureusement que je suis juste suiveur passif de la Liga. Là, si j'étais un suiveur actif de la Liga, mais j'aurais été sans dessus-dessous. Je pense qu'Anto aurait des choses à en dire si c'est un vol, c'est une arnaque, je ne sais même plus quoi dire. Il n'y a pas de terme. Il n'y a pas de terme pour ça. Mais justement, le joueur d'Almeria a été, on va dire entre parenthèses, un peu trop franc, qui a dit un peu... Enfin, il a dit en gros ce qu'il pensait, et bon, il risque gros. Bon, sur le coup, on peut pas lui en vouloir le fait d'être extrêmement frustré du scénario du match, parce que sur le principe, ouais, c'est vrai que c'est extrêmement sévère le fait de perdre et de perdre comme ça surtout. Mais ouais, il a dit concrètement, tout a été fait pour que le Real gagne, quoi. Oui. Et bon. Parce que bon, que le Real s'impose contre Almeria, c'est top 3 contre la lanterne rouge. C'est normal qu'il gagne dans l'absolu. Mais comme ça, vu de comment s'est passé le match, mais mon Dieu, c'est une catastrophe. Bah oui, clairement. Pour moi, c'est une catastrophe, c'est une parodie de football. Et c'est pas comme ça qu'on va améliorer l'image de la VAR, améliorer l'image du football espagnol et améliorer l'image du football tout court. Le problème concernant la VAR, c'est que il n'y a pas il n'y a pas un consensus sur la manière d'utiliser la VAR. C'est le problème, c'est que chaque arbitre, entre parenthèses, a sa propre interprétation parfois des règles. Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment uniformisé, et c'est ça qui crée des situations... Enfin là, je pense dans l'écran de la VAR de l'arbitre, il y avait marqué « Tu laisses gagner le Real ». Ouais, oui, aussi. Là, par contre, c'est vrai que c'est sur ce match-là, franchement, c'était... T'avais vraiment l'impression d'avoir d'avoir l'arbitrage d'un gros face à un petit, quoi. T'étais vraiment dans ça. Donc oui, concernant le match du Real de Madrid, ouais, il y a aussi le fait que Vinicius aurait, je pense, pu prendre carton rouge par rapport au fait qu'il avait mis un coup de coude autour de la 86-87e minute sur un échange, enfin, il y avait un contact avec un joueur d'Almeria, et la VAR n'est pas revenu là-dessus pour pouvoir éventuellement lui donner un carton rouge. Bon, pour moi, il y avait carton rouge à ce moment-là. Mais En plus, apparemment, sur la faute de Vini, l'arbitre du match a communiqué avec la VAR et il aurait dit « Oui, il y a faute, il l'écarte du bras, mais laissons jouer, continuons. » Donc à quel moment on se dit que le Real n'a pas été avantagé sur ce match-là? Ouais, exactement. Sur ce match-là, franchement, c'est criant. C'est criant. Et bon, ils s'en sortent. Mais ouais, c'est vrai que ce match, on peut pas lever la polémique concernant ce match-là, hein, malheureusement. Après, une fois encore, on parle de Almeria, une équipe qui n'avait pas gagné encore, et du coup qui n'a toujours pas gagné cette saison, mais qui pouvait décrocher sa première victoire en faisant une victoire de prestige face au Real. Bon, on va dire que le football en a décidé autrement. Pour moi, c'est l'arbitre qui en a défini autrement, clairement. Ah oui. Clairement. On va appeler un chat un chat.
Mais bon, c'est triste. Je trouve que c'est triste. C'est triste pour le football. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Après, les autres équipes se sont encore imposées, comme le Barça qui s'est imposé 4-2 face au Betis. Difficilement. Le Betis qui n'y arrive plus, difficilement, mais c'est une victoire. Je pense que si tu demandes si Almeria avait voulu s'imposer difficilement, ils auraient dit oui. Et le Betis, c'est toujours encore l'équipe d'un homme en ce moment, cette saison. C'est Isco, c'est lui qui a marqué le doublé. Et comme tu dis, le Barça s'est imposé très très tard, quoi. Joao Félix à la 90e qui donne l'avantage, avant que Ferran Torres ne conclue son triplé à la 92e. Mais c'est une victoire précieuse pour le Barça qui reste au contact. Au contact des équipes de devant. On a vu aussi un superbe match entre Osasuna et Retafe, avec le deuxième et le troisième but d'Osasuna qui sont des bangers incroyables. Surtout le dernier but, le 3-2 de Arreso, où il est quasiment à la ligne de touche sur la droite de la ligne sur la ligne de but et qui tire pour aller louper le gardien. C'est un but de psychopathe, quoi. Et le deuxième qui était pas mal non plus, de Iker Munoz, c'est une grosse frappasse. Ballon repoussé, grosse frappasse depuis l'angle droit de la surface sous la barre. Donc vraiment deux très beaux buts de la part d'Osasuna face à Retafe. Avec des buts de Retafe qui avait égalisé en 4 minutes en seconde période. Mais deux buts vraiment énormes, quoi, de la part d'Osasuna pour ce match de milieu de tableau. Le 10e contre le 11e. Mais deux bangers au niveau golazo. On a la Real Sociedad qui s'est imposé aussi face au Celta Vigo. Donc la Real Sociedad qui reste pour l'instant dans les places européennes. Et à Valence qui s'en rapproche tout doucement avec une victoire sur l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao qui encaisse sa 4e défaite de la saison seulement. Ils sont costauds les Basques, mais là, ils sont tombés sur un Valence sérieux. Vraiment, après avoir fait un début de saison catastrophique, sont revenus aux affaires, hein, les Tchés. Les Tchés de Valence, du FC Valence. On notera aussi la victoire d'Alaves face à Cadiz, la victoire de Las Palmas sur la pelouse du Rayo Vallecano et le 1-1 entre Villarreal et Majorque, avec l'expulsion notamment de Pepe Reina pour le Villarreal à la 62e. Donc du coup, avec toutes ces péripéties en Espagne, le classement, c'est Girone qui est toujours un titulaire du poste de leader avec 52 points. Le Real, grâce à sa victoire, il y a 1 point de Girone. Le Barça est déjà bien décroché avec 44 points. L'Atlético a 41 points, tout comme l'Athletic Bilbao. La Real Sociedad est 6e avec 35 points. Valence, avec sa victoire, est à 32 points. Las Palmas, 8e. Le Betis, 9e. Retafe, 10e. Osasuna est 11e avec 25 points. Le Deportivo Alavés est 12e avec 23 points, tout comme le Rayo Vallecano. Le Villarreal et le Mallorca sont 14e et 15e avec 20 points chacun. Le Celta Vigo est 16e avec 17 points. Le FC Séville est 17e avec 16 points. Cadiz est premier relégable avec 15 points. Grenada avant-dernier avec 11 points.
et Almeria, qui n'a toujours pas, du coup, connu le goût de la victoire, avec 6 petits points. Et évidemment, les stats, on en parlait d'Artem Dovbyk, qui est leader du classement des buteurs avec 14 points, à égalité avec Jude Bellingham et Alvaro Morata, troisième égalité avec Borja Mayoral du Retafe et Cocorico Griezmann avec 11 buts. Il termine le top 5. Et pour terminer notre voyage européen, on va se balader donc en Angleterre, qui a eu Chez les roast beef. Exactement, qui a eu sa 21e journée coupée en deux, où la semaine dernière, il y avait une partie de la 21e journée qui se jouait, et du moins, ce week-end, et ça s'est terminé aujourd'hui, avec le nul de Brighton contre Wolverhampton, c'est terminé, c'est enfin terminé, c'est achevé plutôt la 21e journée. Alors, il y a eu quelques résultats. Arsenal a facilement disposé de Crystal Palace, hein, un score sans appel, 5-0, un match sérieux de la part. Ils sont baladés. Voilà, ils sont baladés, un match sérieux de la part d'Arsenal. Moi, j'ai un peu regardé les buts. Moi, le but qui m'a le plus plu quand même, c'est celui de Trossard, le troisième. J'aime beaucoup ce joueur, hein, Trossard. Je trouve qu'il a une qualité de conduite de balle qui est vraiment au-dessus du lot. Après, Martinelli a mis des beaux buts aussi. Mais ma préférence va à l'ancien joueur de Brighton. Oui, qui reste quand même très intéressant dans son rôle de super sub. Numéro 8, numéro 10 qui peut rentrer un petit peu partout au milieu de terrain. Et qui est vraiment un bon 12e, 13e homme. Qui apporte de la valeur et qui apporte quelque chose que n'apportent pas des joueurs comme Martinelli, comme Saka, qui sont des purs ailiers. C'est ça, moi, le seul autre joueur qui apporte vraiment ce que lui apporte, c'est Odegaard, qui est aussi un 10 qui peut jouer sur le côté aussi, au niveau profil. C'est ça, exactement. Et éventuellement, Havertz par sa touche technique, mais il ne joue pas dans sa position préférentielle. Donc, c'est un peu plus compliqué pour lui de pouvoir s'exprimer en sachant qu'il n'a plus les clés, entre parenthèses, du jeu qui sont plutôt confiées à Odegaard, qui a une liberté dans la gestion du tempo et de la création de jeu que n'a. Et Havertz qui est aussi un 10, mais qui aime beaucoup jouer en 9,5. Ça. Donc, c'est un garçon qui joue à la rigueur plus encore en avant que Odegaard et Trossard. Trossard et Odegaard sont des 10 qui peuvent jouer 8. Havertz, c'est un 10 qui peut jouer encore au-dessus, qui peut jouer plus haut sur le terrain. Donc, il a encore un profil autre que ces deux-là. Ouais. Après, on a eu aussi des matchs de milieu, voire de bas de tableau, avec un Brentford Nottingham Forest, notamment. C'est ça, où Brentford a gagné finalement gagné 3-2, avec un très beau but de Toney sur coup franc. Ivan Toney et Neil Maupay, un ancien de la Ligue 1, l'ancien niçois. Toney qui revient de suspension et qui, entre parenthèses, célèbre son retour aux affaires par... c'est ça, après 8 mois de suspension. On l'a mis 8 mois de suspension, il le célèbre de la meilleure des manières en mettant un superbe coup franc. Il y a également un Sheffield contre West Ham. Mauvaise opération pour West Ham qui contre le dernier a malheureusement concédé le match nul à la toute
toute fin du match. C'est dommage. Alors qu'il y avait eu déjà des échauffourées dans le temps additionnel. C'est 2 ça. expulsions, une pour Sheffield, une pour West Ham, une à la 93e, l'autre à la 97e. Et comme tu le dis, Sheffield a égalisé à la 103e minute Par penalty, sur penalty. sur penalty. Dommage pour Donc, West Ham. Qui évidemment, manque, c'est une mauvaise opération pour West Ham qui en fait un 2e match nul de suite et qui du coup voit Tottenham prendre quand même déjà 5 points d'avance. C'est ça, prendre cette distance dans les places qui se rapprochent de l'Europe. Donc, mauvaise opération pour eux. Par contre, Liverpool, lui, n'a pas fait de détails. Ça a été... Il y a eu une petite mi-temps de rodage, mais après, une fois que la machine a été lancée, derrière, c'est parti crescendo. Liverpool qui gagne 4-0 contre Bournemouth. Et pourtant, sans Szoboszlai, sans Mo Salah, sans Trent Alexander-Arnold, ils ont fait jouer le jeune Bradley sur le côté droit de la défense. Le jeune Bradley sur le côté droit, Joe Gomez en arrière gauche. Donc c'est pour dire qu'il y avait peu de monde sur les ailes. Mais c'est clinique, ça a été net et sans bavure. Doublé de Nunez, doublé de Diego Jota. Pardon, pas de Luis Diaz. Avec les entrées en jeu encore de garçons comme Cody Gakpo ou comme Gravenberg. Qui ont encore, je pense, bien apporté leur touche technique lors de leur entrée. Et comme tu l'as souligné, le dernier match, c'était Brighton contre les Wolves, qui s'est terminé sur un match nul et vierge, 0-0 ce soir. Et mine de rien, Liverpool garde son rythme dans lequel elle possède pour l'instant 5 points d'avance sur Manchester City, qui a toujours son match en retard à jouer du fait qu'elle a été mobilisée pour la Coupe du Monde des clubs. Donc City est deuxième avec 43 points. Arsenal et Aston Villa suivent tous deux avec 43 points. Tottenham 5e avec 40 points. West Ham 6e avec 35 points. Brighton et Manchester United sont 7e et 8e avec 32 points. Chelsea avec 9e avec 31 points. Newcastle 10e avec 29 points. Et égalité de points avec les Wolves. Donc 29 points. Bournemouth 12e avec 25 points. 13e Fulham avec 24. 14e Brentford avec 22. Crystal Palace 15e avec 21 points. Nottingham Forest 16e avec 20 points. Everton 17e avec 17 points. N'oublions pas qu'Everton a pris une sanction de moins de 10 points par rapport notamment aux diverses infractions que le club a été rendu finalement coupable cette année et non pas l'année dernière comme ça aurait dû se faire. Et ensuite Luton avec 16 points, Burnley 19e avec 12 points et Sheffield United 20e avec 10 points. En sachant que Luton et Brentford, Luton, Brentford, Bournemouth et City ont encore un match en moins. Donc oui, effectivement, sur le papier, Luton, s'ils gagnent leur match en retard, ils seront hors zone de relégation. Voilà. Il faut quand même saluer, tu parlais de Liverpool, il faut saluer leur saison. Ils ont une seule défaite qui remonte à la 7e journée, le 30 septembre face à Tottenham, une défaite 2-1. Depuis, ils ne sont plus inclinés. D'ailleurs, que ça soit en Première Ligue ou en coupe ou en coupe, voilà. Bon, ils ont un peu dérapé en Europa League, mais autrement, une seule défaite sur les matchs de Première Ligue et de coupe. Je trouve que c'est très très fort. Ah, et ils sont très fort. Et ils sont toujours mobilisés, que ce soit en FA Cup et FL Cup. FL Cup, d'ailleurs, ils sont en demi-finale, si je
Si je ne dis pas de bêtises, oui, effectivement, voilà, ils sont bien en demi-finale. Ils ont gagné le match aller contre Tottenham, ils sont encore mobilisés en FA Cup. Championnat, ils sont premiers. En Europa League, ils font partie des ultra favoris pour le titre. Ah ben, s'ils sont pas favoris, eux, pour le titre en Ligue Europa, je me demande qui peut l'être. Mine de rien, Liverpool, là, il pourrait être sur une saison, peut-être un bis repetita de la fameuse saison où Liverpool gagne. Cette saison 2001, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec le championnat en prime. Peut-être. C'est ça. Là, ça serait beau, la saison 2001 où ils avaient gagné l'UEFA contre Alaves, me semble-t-il. Ça, par contre, je n'ai plus le souvenir. Le Deportivo Alaves de Jordi Cruyff, le fils d'eux. C'était d'ailleurs Gérard Houllier aux commandes de ce Liverpool. C'était Gérard Houllier, c'est ça. Gérard Houllier avec le tout jeune Stevie G. Stevie G. It's not my love. Désolé. Oui, ce Liverpool version 2001 avec les jeunes Michael Owen, Steven Gerrard, qui avait fait une superbe saison 2001, s'imposant avec 5 trophées. Mais il n'avait pas réussi à remporter le championnat. Oui, donc, avec une équipe il y aura dont quelques-uns seront encore là quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 2005. Les Gerrard, les Didi Hamann, les Jamie Carragher, les Ipia, les Henshaws, voire sur le banc un Vlad Smisser. Mais cette équipe de Liverpool de 2001 qui était vraiment très très belle à voir jouer. Et peut-être, comme tu le dis, tout remporter cette saison. En tout cas, ils sont en face de le faire. C'est ça. Je leur souhaite juste de ne pas faire une Leverkusen. Ils sont en tout cas bien placés pour gagner le maximum de trophées. Après, bien évidemment, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Mais déjà, pour gagner le premier titre qui serait le FL Cup, ils ne sont qu'à 2 matchs virtuellement. La deuxième demi-finale et la finale. Donc, c'est déjà le chemin le plus court pour eux de gagner un titre. À voir si cela va se faire. Et donc, je pense qu'on a résumé l'actualité pour cette semaine pour l'instant. Bien évidemment, concernant les autres matchs de la CAN, ils seront également débriefés. Hein. On a notre nouveau programme, entre parenthèses, Yes We Can. Yes We Can, exactement. Où on débriefe. Que tu nous briefes de façon brillante, je dois dire. Merci pour cela, et dans laquelle je parle du moins de l'actualité de tous les matchs, notamment les matchs de demain qui seront également débriefés, ceux de mercredi également. Donc le but est de pouvoir parler de tous les matchs de la CAN, et dès lors que tous les matchs des phases de poule auront lieu, en fonction du tirage bien évidemment, un pronostic se fera sur les passages en quart, demi et éventuellement vainqueur de la CAN. Mais bon, avant cela, il faut déjà que toute la liste des qualifiés se fasse, du moins. Se dévoile plutôt. Donc, on le saura dans les prochains jours. On verra ça d'ici là. Et d'ici là. D'ici là, continuez à consommer du foot, toujours avec modération. Le foot, vous pouvez abuser. C'est pas comme l'alcool, on peut le consommer sans modération.
C'est vrai, en effet. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une très agréable soirée et je vous dis la suite au prochain numéro. Pour la suite, au prochain numéro. Passez une excellente soirée. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde, 2 fois tiré du 8.